Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur New York TV dans votre émission Direct Santé qui est dédiée à vous, à la famille, aux enfants, à tout le monde. Je suis accompagnée de mon binôme Dr Fissal et notre invitée, docteur, Madame la sage-femme, Madame Ourou, qui est avec nous pour parler aujourd'hui du cancer du sein. Donc on a un peu parlé du problème que les femmes peuvent aussi avoir. Donc quels sont les facteurs de risque pour développer ce cancer du sein, Madame? Les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. Donc, il y a des facteurs de risque qui ont un faible impact sur le développement du cancer de sein et tout. Du coup, on peut citer d'autres qui ont les facteurs de risque modérés. Oui. Donc, le fait d'avoir eu vite ses règles, ses menstruations. Oui. Une jeune fille qui a eu vite ses menstruations est susceptible de développer plus tard un cancer de sein. Une ménopause précoce. La ménopause précoce aussi est source de développer un cancer de sein. Le fait de ne pas avoir allaité son enfant, le fait de ne pas avoir allaité, le fait de ne pas pratiquer l'allaitement maternel joue un rôle très important dans la prévention du cancer. Quoi, c'est le fait d'avoir gardé le lait dans tout ce temps-là, c'est ça? Mais il y a aussi l'allaitement conjugal. Si vous n'avez pas d'enfant, vous voyez quoi. Oui. Il faut quand même allaiter. Donc, il faut trouver moyen d'allaiter. Quand on n'a pas d'enfant. Quand on n'a pas d'enfant, il faut toujours trouver moyen d'allaiter. Il faut éviter le cancer du sein. Et comme j'avais même suivi une vidéo sur YouTube, Clémentine, l'actrice ivoirienne là, qui demandait à son mari, qui demandait plutôt aux femmes de faire sucer leur sein par leur mari. Oui, je pense que cela serait prouvé. Le fait de sucer le sein de sa partenaire diminue les risques de faire un cancer du sein. Et c'est dans cette même optique en fait que s'inscrit le fait d'allaiter son bébé. Oui. D'accord. Donc au conseil de Clémentine, c'est ça? Bon, donc Madame Ourou qui nous disait... Autre facteur de risque fréquent, il y a l'obésité, le surpoids, des fois les traitements hormonaux pour bloquer la ménopause. Il y a d'autres qui veulent pas vite être ménopausées, du coup elles s'en vont en consultation pour prendre certains traitements pour attarder la ménopause. Comment, docteur Fissal, moi je comprends pas. Vous savez, enfin pas vous, certains médecins qui savent que ces traitements-là c'est risqué, mais qui prescrivent quand même aux patients, alors que plus tard ça cause des gros problèmes. Oui, vous savez, dans le domaine de la médecine, avant de mettre un traitement, il faut toujours évaluer le risque-bénéfice, le rapport bénéfice et risque. Oui, donc, mais... Et même avant le traitement, l'explication est faite au patient sur ce qu'il peut avoir comme conséquence, sur les changements que peut apporter le traitement dans sa vie. Donc si le patient dit oui, il n'y a pas de problème, c'est au patient de décider. Mais c'est vrai que le corps soignant ou le médecin ou la personne traitante a quand même l'obligation d'aider le patient à prendre une bonne décision. Mais bon, la majorité des décisions revient en fait au patient. Oui. Parce qu'il faut aussi être à leur écoute et le satisfaire aussi. Donc, oui, c'est important. C'est important, ouais. C'est vrai, ouais. Donc, continuons. Donc, il y a l'alcool aussi. L'alcool. Oh. Ce sont des facteurs de risque, mais qui ont un faible impact voilà. Oui, mais l'alcool fort, pas la petite bière, là, c'est du whisky. Non. L'alcool, c'est l'alcool. L'alcool, c'est oui, l'alcool, mais l'alcool, c'est l'alcool, on ne parle pas le soda bi, tout ça, oui, c'est fort. L'alcool, c'est l'alcool. L'alcool, c'est l'alcool. Donc, il faut vraiment bannir l'alcool. Il faut soulever un point ici, le facteur génétique. Oui. Le facteur génétique aussi est source. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui sont porteuses des gènes. Bon, on ne va pas trop rentrer en détail. Bah justement, qu'ils sachent qu'ils sont porteuses des gènes, c'est-à-dire qu'on a un parent qui l'a, on l'a forcément. Pas forcément, mais on est susceptible de développer ça après. D'accord. Oui, pas forcément. On ne veut pas dire que tant qu'un parent a ça, mais s'il y a un parent qui a ça, genre, tu es dans une famille où il y a un antécédent de cancer, il faut vraiment être sûr qui vivent, en fait. D'accord. Et comment évolue la maladie, Madame Ourou? Pardon?
du dépistage jusqu'au premier signe. Je pense en tout cas que tout dépend quand même de la précocité du dépistage, hein, de la précocité du diagnostic. Plus c'est découvert tôt, Et plus plus les chances sont nombreuses que la patiente s'en sort indemne. D'accord, mais plus c'est découvert tardivement. Mais ça se développe rapidement, ça? Oui, ça se développe rapidement. On parle d'un cancer, là. C'est vrai Oui, que ça mais... peut prendre plusieurs mois ou plusieurs ans. Oui. Mais comme on le dit, quand vous vous faites dépister très tôt, vous avez plus de chances de vous en sortir. De commencer les traitements assez rapidement. Oui, oui. Et quels sont les traitements qu'on propose pour le cancer? Parce que c'est très lourd, hein, parce que là, tout ce qu'on entend, j'imagine. D'abord, le premier traitement, c'est la chirurgie. La chirurgie. Oui, la chirurgie. Donc, la chirurgie, elle consiste à enlever. D'abord, si c'est à un stade où c'est juste la nodule, on évalue la grosseur de la nodule. Donc, si on voit que c'est une petite nodule et tout, et que c'est susceptible, on évalue aussi le risque pour voir. Si c'est tôt, si c'est détecté très tôt, on fait l'ablation. On enlève juste la nodule. D'accord. On enlève juste la nodule. Après, il y a la chimio aussi. Oui, il y a la chimio. Donc, après la chirurgie, c'est là qu'on on fait intervenir la chimio. La chimio. Donc, la chimio aussi, avant d'arriver, puisque la chimio, ça pèse les conséquences de la chimio. Donc, parce qu'il y a aussi des chutes de cheveux. Oui, il y a la chute de cheveux. Avec toutes ces conséquences. D'accord. Toutes ces conséquences, donc ça pèse quand même la chimiothérapie. C'est lourd, c'est lourd. C'est très lourd. Mais il faut aussi quand même noter qu'on peut faire une hormonothérapie, d'accord? D'accord, c'est quoi ça même? Base de à la base, les facteurs génétiques, comme elle vient de le dire, il y a ce qu'on appelle l'hormonodépendance du cancer. Oui. Ouais. Oui. Cela est lié à des hormones, en quelque sorte. On va s'arrêter juste là, à des hormones. Donc, si c'est lié à des hormones et qu'on veut les traiter, on peut alors corriger. Oui. Si c'est un excès, alors on diminue. Et si c'est un défaut, alors on fait un apport d'hormones. Est-ce que ça se guérit, ça, le cancer? On guérit? Oui, ça se guérit si c'est vite détecté. Mais si c'est arrivé à un stade où il y a déjà des métastases, où il y a déjà des métastases et tout, on ne peut pas guérir du cancer du sein. Justement, il y a nos téléspectateurs qui nous ont envoyé aussi quelques questions, Madame Ourou. Donc j'ai Madame Diokou qui veut savoir si la pilule aussi est une cause pour développer un cancer du sein. Oui, la pilule est une cause pour développer un cancer du sein, en ce sens qu'on dit que le docteur Fessal vient de le dire, qu'il y a le cancer, c'est l'hormonodépendance. Donc le cancer est hormonodépendant, c'est-à-dire ça dépend des hormones. Ça se nourrit des hormones au fait. D'accord. Du coup, donc la pilule, il faut éviter aussi un maximum. Ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure. On prescrit la pilule tout en sachant que demain ou plus tard, on peut développer un cancer du sein avec. Mais il faut aussi quand même noter que l'abus de toute chose est nuisible. Oui, mais bon, si on peut éviter, n'est-ce pas? Alors évitons ensemble. Donc Madame Idrissa aussi qui veut savoir donc à partir de quel âge on peut faire la première mammographie. Mais c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'était à partir de 50 ans. Donc à partir de 50 ans, donc on peut aller consulter, aller voir son gynéco pour nous prescrire une ordonnance pour aller faire une mammographie. Donc il y en a pas mal, il y a des endroits, il y a des centres ici pour pouvoir en faire assez fréquemment. Il y a des centres. Et aussi Madame Sossou qui veut savoir aussi est-ce que les déodorants sprays peuvent aussi être une cause du cancer du sein. Docteur Fessal, vous voulez répondre à ça? Les sprays, non. Ça joue pas. Ça joue pas. Puisque Okay. les sprays, c'est censé juste être là sur la peau. Oui. Donc voilà, juste pour les odeurs. Et aussi, comment prévenir du cancer? La question de Monsieur Florentin. Comment on prévient le cancer? C'est une question très, très capitale et je pense que cela devrait être en fait le pilier en ce qui concerne le cancer du sein. Il n'y a pas meilleur remède que la prévention. C'est ça. Il n'y a pas meilleur remède que la prévention. Madame Ouro l'a dit tantôt, il y a ce que l'on appelle l'autopalpation du sein. Ça ne coûte rien. Vous le faites chez vous, mais vous pouvez aussi... Il faut un miroir. Ah, voilà. Il faut tout le monde a, surtout une femme est appelée à avoir un miroir chez elle. Voilà. Comme Madame ici ce matin, elle s'est fait belle et tout.
devant le miroir. Voilà, donc il faut que le miroir serve bien à faire autre chose que de se faire belle. Non, mais je vais m'y mettre. Dès ce soir, je vais le faire. Donc, ah non, vous avez dit que c'était après les menstruations. voilà. Et ça aussi, il faut bien noter que c'est après les menstruations. Parce que c'est pas tout le temps. On peut pas se lever dès le matin comme moi je voulais le faire ce soir, non. Mais c'est après qu'il faut le faire, se mettre devant un miroir et essayer de se faire palpiter toute seule. Voilà, donc à part cette autopalpation, il y a la chimiothérapie dont elle a parlé dans les traitements qui peuvent également faire partie de prévention. Oui. D'accord? Ça fait partie parce que vous pourrez par exemple peut-être à travers l'autopalpation découvrir que vous avez un nodule dans le sein. Oui. Donc, maintenant ce nodule, peut-être après avoir vu un gynécologue et en fonction des caractéristiques de votre nodule, il peut vous être indiqué une chimiothérapie pour réduire la taille du nodule sans la chirurgie. Sans la chirurgie. Sans la chirurgie. Oui, bien sûr. Donc et à part ça également, il y a l'examen dont on a parlé, elle en a parlé, l'examen des consultations gynécologiques. Et ça, il faut le faire, ça Oui, aussi, il ne faut pas attendre aller mal, il ne faut pas attendre être enceinte avant d'aller voir son gynécologue. Il faut au moins voir le gynécologue ne serait-ce qu'une seule fois par an. Ouais, ne serait-ce qu'une seule fois par an. Madame Ourou, dites-moi, est-ce que les hommes aussi peuvent développer le cancer du sein? Oui. Oui? Oui, les hommes peuvent développer aussi le cancer du sein. Mais comment ça se fait? Mais je pense que le processus est quand même le même. Hein, le processus Mais non, puisque c'est pas la même grosseur. Il faut noter que l'hérédité compte aussi. Comme je disais ça, si tu es né dans une famille où quelqu'un a eu déjà un cancer du sein, donc il faut se dire que je peux aussi développer le cancer. Oui, mais chez l'homme, comment ça se passe? Je sais pas. Il faut faire attention. Mais il faut que tout le monde en fait fasse attention. Hein. Oui, mais là, moi j'apprends quelque chose. Donc chez l'homme, ils peuvent aussi développer ça. Oui, c'est possible que les hommes également développent. Parce que moi je pensais que c'était la prostate, au fait. Non, les hommes peuvent également développer le cancer du sein. C'est vrai que c'est très très minime. Donc c'est pareil, l'écoulement, tout. Comme on a dit. La grosseur et tout. Et ça grossit aussi. Oui, c'est une tumeur. Oui. Ah, si les cellules arnachiques se multiplient de façon anarchique, c'est possible qu'il y ait cette masse alors. Donc en vrai, en gros, le cancer du sein, c'est se laisser pourrir, voir pourrir son sein jusqu'à aller se faire l'enlever, quoi. C'est ça, c'est... Non. Ce n'est pas toujours laisser les seins pourrir tel que je vous l'ai expliqué. Oui, mais si par exemple, quand on arrive à un stade tard... Oui. Donc c'est sûr que oui, c'est... Oui. Là, vous êtes rentré dans les complications. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi ce que l'on appelle les métastases. Oui. D'accord, les métastases. Donc ces cellules-là qui ont commencé par se multiplier là dans les seins vont alors commencer par envoyer des cellules filles un peu partout dans les autres organes. Donc un sein peut contaminer l'autre? Oui, bien sûr. On va pas appeler ça contamination, mais en quelque sorte, les cellules c'est une prolifération. Voilà, après prolifération migrent dans les autres organes. Ouais. Non, c'est une migration qui va vers les autres organes. Donc ça peut aller vers le deuxième sein. Ça peut aller vers l'utérus, ça peut aller vers le foie, les poumons. Oh là là. C'est vrai qu'il y a des organes, mais il faut juste retenir que ça peut évoluer. Se développer un peu partout. Et on peut faire, par exemple, un patient qui est passé à ce stade de chimio, qui s'en est sorti, peut rechuter. Oui, les rechutes sont possibles. Les rechutes sont possibles. Déjà que, tel qu'on vient de le dire, les cellules cancéreuses ont la facilité de migrer comme toutes les autres cellules. Donc, malgré les traitements, on peut revenir aussi sur... On peut revenir si votre cancer a été peut-être découvert à un stade où les cellules sont déjà dans un autre organe. Les cellules peuvent séjourner là-bas, on enlève le cancer, on fait la chirurgie et tout, mais après elles peuvent revenir dans l'autre sein ou revenir encore dans le même sein. Oui. Donc les rechutes sont toujours possibles en ce qui concerne le cancer du sang. Et donc, est-ce qu'il y a des personnes à risque? C'est ça, on vous disait tout à l'heure? Oui, qu'il y a des personnes à risque. Oui, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ouais. Oui. Les facteurs de risque, je pense qu'elle en a parlé. Elle avait parlé, donc tu sais... qui présentent ces facteurs de risque, l'obésité, le facteur génétique, le facteur lié au gène, la consommation de l'alcool. On a bien aussi expliqué donc, tout ça. Donc les personnes à risque, c'est donc l'obésité, donc il faut en prendre compte. Donc il y a l'alcool. C'est ça, Dr Fessal, quoi d'autre? Il y a l'alcool. Il y a la race noire.
Oui. La race noire, les noirs font plus de cancer que d'autres. Que d'autres. Oui. Bon, en tout cas, un grand merci à vous d'être venu ce matin. On vous a réveillé, d'être venu nous présenter, nous parler un peu du cancer du sein. Donc, merci beaucoup, Madame J'espère que Mourou. le réveil n'a pas été difficile, Madame Mourou. Mais ça va, je pense que pour la bonne cause, il faut quand même que la population puisse se réveiller. D'accord, le cancer du sein, ça existe bel et bien, ça tue. Donc, passez l'information à vos proches, sensibilisez vos proches. N'hésitez Apprenez pas à votre famille l'autopalpation du sein, ça. parce que le seul moyen qui peut vous permettre de détecter facilement un nodule avant même que la mammographie n'intervienne. C'est ça, donc voilà, il a tout expliqué, le Dr Fissal. Donc n'hésitez pas, essayez de le faire vous-même, c'est très important. C'est très très important. Donc on se retrouve demain dans votre émission Direct Santé. Je suis Essie Niaglom sur Neuro TV.